Moi, c'est toujours au niveau du temps où je suis embêtée. Tu nous dis Définition du grand Larousse. bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, à tout le monde qui est présent ici en librairie, mais aussi derrière vos écrans. Donc, pour ce matin, on est très très heureux et heureuse d'accueillir Charline Colette. Bonjour. Et également Nathalie Penn, lectrice et formatrice, qui va animer la rencontre et les échanges avec Charline. Et pour cette donc 10e édition de partage de lecture, on a eu la chance là d'ouvrir de belles collaborations avec les libraires du Val-de-Marne, notamment avec la librairie Petites Histoires entre Amis, qui nous a accueillis et avec lesquels aussi nous travaillons, nous proposons aussi des sélections de lecture. Donc pour nous c'est une première, c'est important aussi de faire découvrir le travail de la librairie et de vous inviter aussi à découvrir de beaux ouvrages pour la jeunesse, des livres aussi pour les adultes, beaucoup de trésors et bien sûr les conseils avisés d'un professionnel du livre. Donc je vais passer donc la parole à Pascal Poisson, qui est donc responsable de la librairie Petites Histoires à Chenevière-sur-Marne, qui va vous dire un petit mot d'accueil et ensuite on commencera la rencontre avec Charline Colette, qu'on est vraiment très très heureuse d'accueillir. Bonjour, je suis ravie de cette collaboration. C'est une première, vraiment, une première dans la librairie, le fait de faire un tournage d'une rencontre qui pourra être vue par toute la France, je pense, on peut dire ça. Voilà, et puis les clients de la librairie pourront y assister. Et donc je suis ravie et de cette collaboration, de la rencontre de Charline qui nous a créé un album unique. C'est vrai, il y en a très peu des BD pour les plus jeunes et vraiment il est très beau. Et donc un album unique et vraiment, vraiment apprécié. Ensuite, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir renouer avec le mot rencontre en librairie, le mot dédicace, même si ça reste un peu masqué et puis en public restreint et en partie à distance. C'est quand même un grand plaisir de le faire aujourd'hui et je vous remercie beaucoup Claire pour cette innovation. Voilà. Merci. Voilà, donc le programme de partage de lecture proposé par le département du Val-de-Marne continue. Et donc maintenant je vais laisser la parole à Charline Colette et Nathalie Penn. Voilà. Belle rencontre à tous. Merci. Et c'est parti. Donc Charline Colette, Nathalie Penn, on ne se confond pas avec nos masques, mais on va nous reconnaître très rapidement puisque je vais en profiter, puisqu'on est dans la littérature, pour présenter Charline Colette, sa vie, son œuvre. Oui, ça me rappelle un petit peu mes cours de littérature, mais j'ai trouvé ça délicieux. Et j'aurais voulu te présenter assez rapidement, mais quand même, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes par rapport à ce que j'ai découvert dans ton œuvre. C'est déjà ton village franc-comtois. Ouais. Où tu as visiblement grandi et qui, j'ai cherché un petit peu géographiquement parlant où ça se situait et où effectivement on n'est pas très loin de la Suisse avec des paysages certainement très vallonnés et très boisés, très colorés et qui influent complètement sur ta production. Donc tu as quitté ta Franche-Comté toute petite. Ma Franche-Comté natale. Non, je l'ai quittée pour faire des études. D'accord. Voilà. Donc après mon bac, c'est je ça. suis venue à Paris faire. D'accord. Et donc tu t'y ressources régulièrement, j'imagine. Oui, tout à fait. J'y vais souvent. Oui. Et donc ces fameuses études, effectivement, on va en parler parce qu'elles sont, je trouve, très riches et très représentatives justement de tout ce que tu vas mettre dans tes œuvres. C'est-à-dire que tu fais à la fois, tu m'arrêtes si je me trompe, et surtout tu m'arrêtes si tu veux développer, de la gravure à l'école Étienne, de la BD à Angoulême, de la sérigraphie aux Beaux-Arts de Paris, de l'illustration aux arts décoratifs de Strasbourg et petite cerise sur le gâteau qui n'est pas non plus anodine,
des sciences politiques aussi à Strasbourg. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai eu du mal à choisir. C'est surtout ça que ça Alors, dit. Mais... Est-ce que les sciences politiques ont été en filigrane pendant toutes ces spécialités, je dirais, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en bout de parcours chez toi? Je crois que ça arrive en bout de parcours et que c'était surtout le résultat d'une peur de ne pas réussir à trouver du travail dans le dessin, parce que c'est quand même pas hyper sécurisant de se lancer dans l'illustration. Donc c'est plutôt ça que ça disait. Mais bon, moi, une fois que j'ai fait ce master-là, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas faire autre chose. Donc ça a marché presque en miroir, quoi. Enfin, j'ai dû aller dans un sens pour me rendre compte que je voulais aller de l'autre côté, quoi. Et sous toutes ces choses, la gravure, la BD, la sérigraphie, l'illustration, c'est des choses qui se mélangent un petit peu aujourd'hui dans ton œuvre? Oui, puis ça se mélange de fait déjà. Enfin, la gravure, c'est du dessin. La sérigraphie, c'est de l'estampe comme le dessin. La BD, on peut la faire avec toutes les techniques qu'on veut. L'illustration, c'est pareil, on peut faire une gravure pour la presse. Enfin, je donne des exemples un peu comme ça, mais on parle toujours de la même chose. On parle d'image. Et puis de dessin, de gestes. Donc est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de ta palette graphique et que tu n'as pas choisi ou qu'il n'y a pas de choses qui priment sur les autres et que tu mélanges volontiers ces différentes techniques? Oui, ouais, je crois que les choses, elles se font un peu par hasard aussi. Moi, j'ai commencé par faire du coup une mise à niveau en art appliqué. Ça s'appelait comme ça, je suis pas sûre que ça existe encore. Donc ça, c'était à l'école Estienne à Paris. Je me suis retrouvée là parce que par hasard aussi j'avais tenté à peu près tous les concours qu'il y avait en France pour rentrer en prépa et j'ai été prise que là, donc je suis venue là. Après la prépa il y avait différentes options qui se proposaient dans la même école, donc toujours à Estienne. Il y avait illustration, il y avait gravure, il y avait cinéma d'animation, il y a peut-être encore d'autres choses, je sais plus trop. Je pense que j'ai tout tenté et j'ai été prise en gravure, donc c'est un peu voilà. Et puis après on finit un premier diplôme et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait, bon, je suis encore jeune, j'ose pas me lancer dans le travail, je vais aller voir dans une autre école. Voilà, la bande dessinée c'est chouette, j'en lis plein, alors je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, puis de fil en aiguille c'est ça qui se passe. Et justement ton travail a été quand même assez, je dirais, rapidement reconnu, puisque je vais pas citer tout ce qui figure, mais tu as été repéré par exemple pour une bourse d'écriture en 2016 par le Centre national du livre pour justement Bolide, que je peux présenter, on va en dire un petit peu plus tout à l'heure. Mais tu as été aussi lauréate du voyage professionnel à la foire du livre jeunesse de Bologne. Et tu as eu aussi la bourse de création du Centre national du livre, encore une fois, pour justement en 2020, au bois. Donc ce sont quand même des prix, ça impressionne toujours le lecteur, ça valide aussi ton travail et ça peut t'encourager et te donner une certaine confiance justement pour continuer ce travail-là. Oui, alors après, on peut pas dire que j'ai été repérée parce que comment dire, c'est nous illustrateurs ou auteurs en fait, on décide ou pas de proposer un dossier en fait. Donc c'est pas comme des prix qui valorisent après coup. Ça fait vraiment partie intégrante du travail d'illustrateur. Si on veut en vivre, si on décide de ne pas avoir un autre métier à côté, les subventions, les aides à l'écriture, les aides à la création, ça fait partie on va dire du budget global à penser, parce que si on passe un an sur un livre, il faut trouver les moyens de vivre pendant cette année-là. Et donc voilà, c'est pas le Centre national du livre qui dit tiens c'est chouette, on va donner un... Non, c'est moi qui dis j'ai envie de faire un livre comme ci, comme ça, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Est-ce que il y a une subvention qui pourrait... En même temps, il y a quand même une petite reconnaissance parce que tu n'es pas la seule, justement, j'imagine, à postuler et à justement proposer ton travail. Et il y a quand même cette petite notion de repérage de ton travail. Oui. Pour l'encourager ensuite par la suite. Ça encourage d'abord parce que ça nous permet de le faire. Donc à partir du moment où on a une bourse, on s'engage à réaliser le livre, et donc on est dans un processus où bien souvent on a déjà quand même l'éditeur qui est là, et là on sait qu'on on a nos deux budgets et puis on va pouvoir prendre du temps et créer quoi, parce que c'est aussi ça, il faut trouver le temps et la manière de financer ça. Ouais. Et alors justement ton œuvre, on va rentrer vraiment dans le sujet, et moi ce qui m'a vraiment particulièrement fascinée dans cette œuvre-là, c'est, je dirais, sa diversité. Et ça m'a fait vraiment penser aux essences d'arbres différentes que l'on peut trouver dans une forêt et qui vont justement, je dirais, égayer, colorer
faire rêver les personnes justement qui vont pouvoir contempler ce genre de paysage. Parce qu'en fait, on peut aller sur ton site, qui est très bien fait, hein, parce que pour la petite histoire quand même, Charline Colette, eh bien je l'ai vraiment découverte grâce à ce travail qu'on m'a demandé, parce que je ne te connaissais pas aussi bien que maintenant, on va dire, bien évidemment. Et j'ai découvert grâce à ton site justement, eh bien, que déjà, la première image qu'on va trouver sur ton site, alors en plus comme une enfant, je me suis ingéniée à essayer de retrouver si des fois elle n'était pas non plus dans Au bois. Eh bien non. Eh bien non. Hein, c'est une image de cet ordre-là, cette fameuse double page qui est si belle et qu'on va retrouver aussi si on retrouve le livre Au bois qui fait le lien. Et c'est encore une autre variation sur ton site, c'est-à-dire que, eh bien non, ce n'est pas tout à fait le même moment. C'est comme dans une forêt, hein, on peut se promener maintes et maintes fois, et là, même dans une même journée, et là, ce petit rayon de soleil qui va se diffuser va pouvoir éclairer tel et tel détail. Et puis, je suis allée chercher aussi, comme une enfant, si cette forêt qui est donc sur ton site était elle aussi habitée et vivante. Et oui, bien évidemment, parce que je ne sais pas justement si c'est suffisamment visible, mais si on s'amuse justement à prendre le temps de lire tes images, on va découvrir qu'il y a bien des animaux qui habitent cette forêt, mais aussi parfois des êtres humains qui y vivent ou qui en vivent. Mais on y reviendra tout à l'heure. Revenons à ton site qui m'a permis de découvrir que justement la diversité, eh bien, elle est déjà dans le support et dans les genres de livres que tu as pu illustrer. Alors je commence par là parce qu'on s'aperçoit que tu as aussi beaucoup collaboré. Et ça, je pense qu'on peut peut-être en parler avec ce livre qui s'appelle donc Oubi, qui est sorti très récemment en 2020 aux éditions de l'Agrume, et où là, on voit bien qu'il y a déjà plusieurs noms sur la couverture. Nous avons Julien Hirsinger, Constance Verlucas et Charline Colette. Donc on est bien d'accord qu'il y a un travail qui a été fait à 3. Et je te propose justement que tu nous en parles, parce que ce travail de collaboration, on peut le retrouver sur, par exemple, le premier livre, je pense, qui a été édité, qui s'appelle J'ai mal partout, en 2015, où là aussi, je pense que tu es l'illustratrice et que tu as travaillé avec une autrice, ou encore dans un autre format qui ressemble plus à un petit roman, peut-être d'une première lecture. La petite série, il y a 2 numéros de Anita mène l'enquête, en 2016. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail collaboratif justement où là visiblement tu es aussi, j'ai un indice, hein, je vous donne un indice qui ne trompe pas. Je pense que là aussi, parce que ce n'est pas précisé sur la couverture, mais je pense aussi que tu es l'illustratrice. Oui, alors c'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler dans le monde du livre. C'est la première commande que j'ai eue, c'était une commande pour illustrer un texte qui n'était pas le mien. En fait, j'ai mis longtemps avant de pouvoir faire mon propre livre, avant de faire à la fois l'histoire et les illustrations, parce que c'est Bolide qui est là, qui a été mon premier livre, on va dire ça comme ça, et Au bois qui est le second. Donc en fait c'est assez récent. Sinon depuis ma sortie d'école, effectivement, à chaque fois j'ai illustré des textes. Déjà parce que je pense que je pense que c'est plus facile de rentrer dans le monde de l'édition par ce biais-là, parce que c'est un moyen aussi de voir comment on s'en sort. Donc il y a moins, c'est peut-être bête ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de risques aussi à nous confier. Déjà il y a déjà un texte, il y a déjà une trame, et puis on va dire bon, on va voir si l'illustrateur s'en sort pour nous mettre des dessins ici ou là. Donc voilà, donc j'ai eu des petits boulots comme ça. Donc le premier, J'ai mal partout. Après chez l'école des loisirs, c'était donc plus d'illustration de romans, donc ça c'était j'ai trouvé que c'était un exercice assez assez stimulant, parce qu'on a ce long texte qu'il va falloir animer, qu'il va falloir mettre en image. Et Oubi, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas illustré le texte de quelqu'un d'autre, et il est arrivé presque au même moment qu'au bois. Donc forcément on sent on sent un petit peu le glissement de terrain vers la forêt.
Donc oui, ben non, mais c'était un super exercice aussi. Après, c'est sûr que moi, pour moi, c'est vraiment comment dire, ça a rien à voir presque. Enfin, ouais, c'est des livres, c'est sûr, mais je suis pas du tout dans la même dynamique quand j'illustre le texte de quelqu'un. Ou quand je suis sur un projet beaucoup plus personnel comme au bois. Cela étant dit, en ce moment, je suis en train d'illustrer un texte de Myriam Raka. Et là, c'est pas du tout la même chose parce qu'on a pensé le projet ensemble depuis très longtemps. On est en train d'enlever le texte, mais ça veut pas dire qu'on enlève l'histoire. Et là, pour le coup, j'ai un investissement qui est aussi grand que ce que j'ai pu avoir dans Au Bois. Et pour autant, il y aura aussi 2 noms sur la couverture. Donc, bon, il n'y a pas, disons qu'il n'y a pas de règle à chaque projet, son type de réalisation, son type d'investissement, sa manière de faire. Voilà. Et de toute façon, peu importe la commande, de toute façon, on s'investit puisque on va y mettre du nôtre pour faire les dessins, quoi. Enfin, ou alors Enfin, ça arrive qu'on passe à côté du livre aussi, quoi. Mais là, on te retrouve quand même très fort. Si vous voulez, on peut vous en donner un petit extrait à entendre. Je peux vous en donner le début. Donc, Oubi, aux éditions de l'Agrume, avec Julien Hirsinger, Constance Verluca et Charline Colette. Oubi. Ah tiens, c'est quoi ce petit point blanc sur le fond noir ? Un grain de riz sur une ardoise ? Un flocon sur du goudron ? Vous voulez qu'on se rapproche ? Oh, qu'il est mignon ! Regardez, c'est un petit hibou qui dort. Mais en attendant qu'il se réveille, il faut que vous sachiez une chose sur les hiboux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les hiboux sont des animaux nocturnes. Ils dorment le jour et ils vivent la nuit. Je répète, parce que c'est très important. Le jour, ils dorment et la nuit, ils vivent. Imaginez tout ce que ça peut changer. Alors on va s'arrêter là pour Oubi parce que j'aime énormément cette image où c'est la première image de bascule et où on a justement cette notion qu'on peut presque palper, je trouve, sur cette bascule qu'il y a entre le jour et la nuit, et sur le monde aussi qui tourne, qui va permettre justement qu'à un moment donné, on est dans le jour ou on est dans la nuit. Et cette bascule, on va la retrouver au fur et à mesure du récit, et regardez, comme une notion de cycle, la boucle est bouclée, pour arriver finalement à ce que, je dirais, comment dire, la réalisation justement de ce petit hibou qui va découvrir le monde, parce que c'est un petit peu ça, sans déflorer complètement le sujet, puisse être pleine et entière. Et là, on arrive justement sur une double page. On n'est plus que sur la moitié d'une page avec un texte à côté ou un récit, mais sur une double page où justement l'équilibre est rétabli, la plénitude, et où on peut, avec le soleil, justement, découvrir le monde dans toute sa beauté. Et là, tu nous le donnes justement pleine page, avec tes couleurs qui sont quand même... au fur et à mesure qu'on les côtoie, elles nous touchent, je trouve, de plus en plus. Et avec toujours ces paysages vallonnés, un peu boisés, où on a envie de se promener. Donc voilà pour Oubi, où justement, tu es l'illustratrice et où on va arriver très très vite. Alors tu as fait d'autres travails que j'ai pu percevoir. Tu as aussi collaboré à des revues, comme la revue Dada. Tu as aussi... collaborer à des revues qu'on connaît très très bien, qu'on soit dans le milieu du livre ou qu'on soit parent, comme Pomme d'Api, Astrapi, mais tu as fait aussi des affiches, des couvertures de livres parfois, donc c'est des exercices quand même assez difficiles pour un illustrateur, c'est-à-dire que vraiment il faut être très percutant et très pointu. Et puis tu as aussi fait des expositions comme celle que tu as donnée au Petit Musée de Poche, et là je vous invite justement à aller sur ton site et sur le site du Petit Musée de Poche, où on a une petite vidéo, où justement on rentre dans cette exposition qui est très proche, on va se rapprocher petit à petit de Au Bois, où on a justement des petites sonorités très bucoliques, très champêtres, très naturelles, mais qu'on va trouver d'ores et déjà au début du livre Bolide. Je peux le donner à entendre un petit peu ? Enfin, je vais essayer du moins. Avec plaisir. Alors, Bolide,
Donc là, juste pour rappeler, mais je pense que vous l'avez déjà compris, Bolide, c'est... tu es auteur. C'est comme ça que je peux dire. Ouais. Hein, tu es l'auteur ou l'autrice, auteur avec un E à la fin ou l'autrice, comme on veut. Hein, c'est vraiment comme on veut. Puisque là, c'est un livre que tu as et illustré et écrit. Et on voit quand même déjà aussi qu'on est dans une petite variation graphique. Il y a quelque chose qui bouge et qui va bouger dans tes propositions justement pour illustrer cette histoire. Le format est très différent. C'est un format souple, c'est aux éditions L'Artichaut et c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on y reviendra après, mais j'ai eu la chance de pouvoir le lire à quelques enfants les 2 jours précédents, puisqu'en sortant du confinement, j'en ai profité justement pour pouvoir en donner quelques lectures. Donc Charline Colette, Bolide. Bim, bam, boum. Bon, il va repartir, je ne vais pas vous dévoiler tout le sujet, mais on est bien dans un récit narratif avec du texte, même si là on est dans l'onomatopée, mais il n'y a pas que des onomatopées, à un moment donné il y a aussi du récit. Et on est bien dans un cheminement et dans une quête, puisque ce petit bolide va bien d'un point A à un point B en rencontrant bien des obstacles et bien des surprises pour arriver à une quête finale que je ne dévoilerai pas. Je vais vous laisser la délicieuse surprise de cette fin. Mais on voit bien là justement dans tes illustrations, et tu vas nous parler de ce travail-là, qu'on est dans autre chose, qu'il y a quelque chose de très particulier dont tu vas peut-être nous parler justement pour donner cette atmosphère particulière de Bolide. Là, c'était du collage. C'est peut-être ça la grosse différence avec les autres livres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Donc ça, c'était une couche, donc une peinture. Ça, c'est une autre peinture découpée, posée par-dessus. Et ça, ce sont encore d'autres peintures découpées par-dessus. Et ça aussi. Donc on a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 couches sur cette planche. Et donc c'était que des montages comme ça, donc avec toujours la petite voiture qui venait, que je bougeais physiquement en fait, d'une planche à l'autre pour voir à chaque fois où est-ce qu'on va vraiment la poser pour que ça fonctionne le mieux. Mais peut-être qu'on peut juste montrer à la toute fin du livre, il y a une carte. Oui, j'adore. Qui reprend le périple. Oui, alors en plus c'est un cadeau parce que c'est une surprise, parce que si on lit trop rapidement le livre... On peut le refermer comme ça sans s'être rendu compte qu'en fin de compte il y avait un cadeau. Et cette carte dont tu parles, la voici. Ouais, où là on a du coup tout le petit parcours. Mais bon, je sais pas si on dévoile. Alors ça c'est ton livre, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Je pense qu'on peut quand même. Non mais l'idée de départ, elle est toute simple. C'est vraiment de raconter un souvenir d'enfance qui était celui de... Tiens, moi quand j'étais petite, j'adorais jouer à la petite voiture. Et il y a toujours un moment où quand je jouais, je me retrouvais transposée dans la voiture. C'est-à-dire qu'on est vraiment au volant de cette petite voiture et donc on perd complètement la notion d'échelle. Et donc c'est un livre où j'avais envie de jouer sur cette notion d'échelle. Bon là voilà, la petite voiture elle est dans l'assiette de petits pois. Donc,
Et ben, les petits pois, ça peut être une montagne, ça peut être plein de choses. Donc là, on voit la piscine, qui est une petite piscine gonflable. Bah, là, ça devient une espèce, c'est le lac Léman, là. Voilà. Donc, bon, le tas de cailloux, c'est pareil, quoi. C'est une chaîne de montagne. Enfin, bon, donc, on a plein de petits jeux comme ça. Et je me suis appuyée aussi, je me souviens que ma sœur avait enregistré mon petit neveu qui jouait à la petite voiture pour savoir un petit peu quel son il faisait, parce que j'avais vraiment envie d'arriver à retranscrire un petit moment de jeu, quoi. Donc Parce que là aussi, il y a une grande diversité dans les sons, hein. Je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai eu la possibilité de lire à plusieurs reprises. Le masque ne facilite pas la mise en bouche des onomatopées, mais il y a quand même beaucoup de vocabulaire très différents et beaucoup de sons très différents à donner, avec des intensités, des variations sur lesquelles tu donnes des indications par justement la typographie, hein. On sait que si on va faire un petit, peut-être timide, après on peut s'amuser aussi et les enfants vont nous encourager dans ce jeu-là, mais tu donnes quand même des indications pour connaître un petit peu l'intensité, des indications dans le texte, mais aussi dans l'image, parce que là on se doute bien que pour gravir cette pente, il faut quand même un petit peu de puissance et de moteur, ou peut-être rétrograder en deuxième, quitte à le monter tout doux, mais au moins réussir à monter cette montagne. Bah là, ouais, on avait travaillé beaucoup déjà avec mon éditrice de l'artichaut, Chameau de l'artichaut, et aussi avec un typographe, Choukri Koural, qui travaille à Bruxelles, et c'est vrai que ça a été... on a passé beaucoup de temps là-dessus pour savoir comment retranscrire au mieux, et puis comment les mettre en forme, ces mots, ces onomatopées, pour qu'on arrive à les faire sonner, quoi, qu'on arrive à les... Et ça fonctionne très très bien, parce que là, quand justement la petite voiture tombe dans le lac Léman, on a un peu de premier bloop, on a un second bloop, mais qui aussi dans la présentation de la page est un peu plus profond. Donc on essaie de le donner comme étant un peu plus, peut-être, je sais pas, un peu plus sourd, parce qu'il y a quand même toute cette eau qui nous submerge. Et puis après, alors toujours cette histoire de cailloux, mais aussi de pleine page, et puis de graphisme dans la typographie, où là on se régale à dire on essaie moi quand je le donne, je visualise même l'espèce de bulle, vous savez, qui arrive et qui va se crever au dernier moment, avec beaucoup de délices. Alors pour la petite histoire, j'ai eu la chance de pouvoir lire ce livre-là avec des bébés, mais aussi avec des enfants un petit peu plus grands en crèche. Et chez les bébés, je vous parle de cette petite observation-là, parce que je sais que les auteurs sont aussi très friands de voir un petit peu comment justement les enfants peuvent aussi recevoir ces lectures-là. Je suis arrivée à un moment où je retrouvais une crèche après ce fameux 3e confinement, ce qui veut dire que je vais en crèche une fois par mois. Et donc, ça faisait bien 2 mois que les bébés ne m'avaient pas vue. Et le fait de me retrouver comme ça n'a pas été forcément si évident pour eux. C'était quand même au niveau émotionnel assez difficile. Et je leur ai proposé la lecture de Bolide en restant un petit peu à distance pour leur permettre d'avoir le temps justement de me laisser revenir vers eux. Et j'ai eu à un moment donné, justement, les onomatopées de Bolide ont eu cette force-là, c'est-à-dire une attention partagée, qui a permis justement de me glisser après petit à petit dans la section pour pouvoir me poser un peu plus près de ces tout petits et entamer d'autres lectures. Et avec des grands, vous imaginez bien, alors les grands, ce sont ces grands qui ont entre 2 et 3 ans, avec des grands, j'étais à une table à côté d'un enfant qui jouait avec des rails et des petites voitures. Moi, je lui lisais cette histoire-là, et en face de moi, il y a un petit garçon qui s'est approché et qui a fait le avec beaucoup de plaisir, et qui s'est mis à rire aux éclats aussi, tellement c'était plaisant. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion justement de pouvoir proposer cette lecture à des enfants, ou de le voir, ou comment ça se passe? J'ai eu l'occasion de le voir après, plus avec des amis, des enfants d'amis, ou dans la famille, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment fait de lecture. J'ai vu des gens faire cette lecture dans des classes, mais moi-même, je l'ai pas vraiment prise en main. Et le format très souple aussi, ça a été un choix que vous avez
que vous avez réfléchi avec la maison d'édition. Alors Comment ça s'est passé? Ouais, c'est surtout mon éditrice de l'Artichaut du coup qui a fait ce choix-là parce qu'elle voulait quelque chose effectivement d'assez souple, qui soit facile à manier. Voilà, moi, j'avais très envie d'un cartonné parce que c'était mon premier livre en tant qu'auteur et on veut toujours un album cartonné, mais après coup, j'ai compris l'intérêt aussi d'avoir fait ce choix-là pour moi. Donc Bolide de Charline Colette aux éditions L'Artichaut et qui est justement très léger à transporter et qui peut se faufiler dans n'importe quel petit sac pour pouvoir être lu à volonté. Est-ce que tu voulais nous parler un petit peu plus de ce travail de collage? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réservé, entre guillemets, ou développé pour cet album-là en particulier? Ou est-ce que c'est quelque chose qui continue dans tes créations? Ça m'arrive d'en refaire, mais j'en ai jamais refait autant que ce que j'avais fait pour Bolide. Ouais. Ouais. Non, là c'est vraiment ça s'est imposé avec le projet parce que il fallait des choses comment dire, graphiquement assez efficaces mais épurées et la découpe elle permet ça aussi. Donc je travaillais vraiment en aplat, j'avais des grands classeurs de couleurs, de dégradés, de teintes. Il y a différents types de papier aussi dans les premières montagnes qu'on voit au début. Par exemple ça c'est des papiers japonais qui sont ancrés. On voit que l'encre fuse. Ça c'est encore un autre type de papier et puis là c'est encore autre chose. Donc il y avait plein de jeux comme ça c'était beaucoup de bricolage et vraiment des sacs et des sacs de papier découpé il y en a encore que j'utilise maintenant. J'ai des petites formes que je recolle à des moments. Ouais, c'est un livre bricolage, c'est un livre jeu qui parle du jeu. C'est un peu ça. Mais oui, non, j'en ai pas refait beaucoup. Ça m'est arrivé, j'ai refait une image comme ça pour le Parisianer il y a quelques années où j'avais refait en collage, mais j'en ai pas plus refait que ça pour le moment. Peut-être que ça reviendra. Je sais pas. Probablement. Alors, avec Bolide, on va s'approcher de plus en plus de hautbois parce que justement par rapport à cette diversité dont je parlais, donc il y a ces techniques d'illustration qu'on voit complètement diverses et où on lit d'ailleurs dans les différents articles que j'ai pu trouver sur le net qui parlent de ton travail ou tes petites interviews, que tu es une personne justement qui aime mixer ce qu'ils appellent entre guillemets les techniques traditionnelles, qu'on peut dire le collage, mais aussi les techniques numériques. Et là, par contre, est-ce que tu peux nous en dire deux mots par rapport aux techniques numériques que tu utilises justement pour tes albums? Oui, par exemple, sur Bolide ou sur... Comme tu veux. Un exemple, peut-être déjà sur Ubi. J'essaie de trouver un exemple simple. Alors... Par exemple, sur cette planche, pas mieux. Ouais, par exemple, sur ces doubles-là, là j'ai fait celle-ci à la gouache. Là, on a des petites fumées que j'ai rajoutées à l'iPad. D'accord. Bon, enfin, c'est un iPad ou c'est une tablette graphique, quoi. Et pareil pour les petits personnages. Ça m'arrive de rajouter des détails. Ici, au départ, le personnage était jaune. Les auteurs m'ont dit oui, ça serait mieux quand même s'il pouvait avoir des petites taches par-dessus et tout. Je me suis pas risquée à les rajouter sur la gouache qui était déjà terminée. Du coup, c'est quelque chose qui arrive numériquement ensuite. Mais peut-être que c'est encore plus marquant sur au bois. Parce qu'au bois, là, pour le coup, j'ai vraiment mixé pas mal de choses. Par exemple, sur cette planche, donc c'est une gouache au départ. C'est une émission de recettes un peu là. Alors, la cuisine. Donc j'ai une gouache. Et là, par-dessus, j'ai mis des petits personnages. Ça fait un petit peu comme les décalcomanies. Donc eux, je les ai dessinés à l'encre, donc sur des pages à côté. Je les ai colorisés numériquement
je les ai découpés numériquement et je les ai insérés à la gouache. Donc, et ça donne un peu ce petit effet, voilà. Et là, vu que c'était le printemps et que ma planche, elle n'était pas assez printanière, j'ai rajouté des petites fleurs par-dessus à l'iPad. Donc on a la tablette graphique, l'iPad, la gouache et puis du crayon de couleur. Enfin, c'est un peu mélangé, quoi. C'est un peu tout mélangé. Mais, mais parce que les outils numériques, ils sont aussi, ils sont très utiles. Ça permet pour des mises en page, pour plein de choses, je dirais pas que ça simplifie le travail, mais ça permet des choses qu'on peut pas forcément faire autrement. Mais par contre, moi, contrairement à d'autres amis dans mon atelier, d'autres illustrateurs qui arrivent à partir vraiment du numérique, moi, j'arrive pas à dessiner vraiment directement à l'iPad. Donc, j'ai toujours une base de dessin à la main ou à la gouache. Et ensuite, par contre, si j'ai des petits détails où je suis pas certaine de où j'ai envie de les placer, ça m'arrive aussi de faire un test numériquement et ensuite de le faire à la main, de faire un placement ou voilà. Mais je crois que tu nous as apporté justement des petites choses comme ça où tu montres comment au départ, par exemple pour Au Bois, tu as justement pu créer tes histoires, on va y revenir, et de quoi tu démarres en fait, comment le travail commence pour toi, de cette mise en page et de cette mise en illustration et en texte aussi, puisque là encore pour Au Bois, hein, je le rappelle, c'est vraiment un travail complètement personnel puisque tu es à la fois l'auteur et l'illustratrice. Oui, après j'ai été vraiment aidée par Myriam Raka qui était avec moi pour faire tous les entretiens. Donc elle travaille dans le documentaire. Et voilà, du coup c'était pour toute la phase d'enregistrement et alors je sais pas trop par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par ton travail graphique ou est-ce qu'on commence par ton travail justement documentaire entre guillemets qui est aussi important pour toi? Qu'est-ce que tu préfères? On peut continuer sur le travail graphique. Oui, d'accord. Et ensuite revenir peut-être aussi à... Alors justement, là, j'ai pris un petit peu ce que j'avais. Oui, alors ça c'est l'histoire de l'ONF. C'est simplement pour montrer un petit peu... Alors la page, l'ONF. C'est au printemps. C'est la Folie. Oui, la Folie, pardon. Oui. Parce qu'en plus on va en parler alors... Et là, alors, ça serait peut-être la première page. Voilà, ça me permet de donner un exemple. Voilà. Donc, par exemple, pour les planches de bande dessinée de Au Bois, je commence par faire des petits croquis. Bon, là, j'ai pas forcément la toute première trame, mais elle est pas vraiment lisible autrement que par moi, donc c'est pas forcément intéressant. Mais après, une fois que j'ai ma trame, que j'ai mon croquis, je le passe à la table lumineuse pour garder un seul trait. Et je voulais simplement vous montrer ça parce que c'est juste pour dire, voilà, c'est que des petits bouts que je mélange, que je mets dans un sens puis dans l'autre avant de trouver la composition. Et c'est un peu comme ça partout, quoi. Ou là, par exemple, sur cette planche, bon, là, il y a eu plusieurs versions, il y a des fois, j'en ai 4, comme ça. C'est pas un pop-up, hein. Où là, on voit que finalement, ça a été inversé aussi. Donc voilà, donc je fais ces dessins-là donc qui sont à l'encre. Une fois que ça, c'est scanné et nettoyé, là, je mets la couleur numériquement. Donc ça, c'est pour la partie BD. J'aurais adoré le faire entièrement à la gouache, mais il y avait trop de planches, je me suis pas sentie de... Enfin, il m'aurait fallu une année de plus, je pense. Voilà, donc j'y suis allée un peu comme ça. Puis ça, c'est des dessins qui sont aussi assez simples, assez... comment dire, ça justifiait pas forcément un travail à la gouache. Parce que pour moi, là, ce qui importait, c'était vraiment l'histoire, que ça soit lisible, qu'on puisse le lire facilement. Mais j'avais envie qu'il y ait des planches quand même de respiration où on est dans la forêt et donc là je l'ai fait à la gouache. Ouais, là j'aurais pas eu envie de le faire autrement et j'ai pas ces planches là, elles sont je les avais pas, il y en a qui sont dans la librairie à l'Humeur Vagabonde en ce moment et donc je les avais pas sous la main, mais j'avais d'autres planches pour montrer un petit peu
ça c'est pour un livre à venir, ça c'est top secret, mais non pas du tout, mais c'est, voilà, quand je travaille à la gouache, en fait ça se passe comme ça, je fais mon dessin en une fois, et ensuite c'est ça que je vais scanner, et après par exemple si j'ai de la typo, là, ces typos-là que j'ai fait à la main, ça, je le fais aussi sur iPad. Donc voilà, je vais monter par couche successives, voilà. Mais donc il y a ça qui va venir avec les dessins que j'ai montrés juste avant, quoi. Voilà. Et donc Au bois, c'est justement un livre. Alors il a été, on parle de lui souvent comme une bande dessinée, hein, effectivement. Mais moi je pense que c'est pas si simple en fait. Il est beaucoup plus riche que ça. Au bois, c'est vraiment. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par lire la petite introduction que tu proposes et qui va permettre justement de bien comprendre de quoi on parle. Cher lecteur, chère lectrice, tu t'apprêtes à entrer dans le bois. Les 12 histoires que tu trouveras au cours de ta promenade m'ont été racontées par des bûcherons, des promeneurs, des constructeurs de cabanes, des cueilleurs de mûres et d'ail des ours. Et j'ai voulu te les raconter à mon tour. Au fil des 4 saisons, au détour d'un tronc d'arbre, au fond d'une grotte ou à l'ombre d'une cabane, tu rencontreras un coucou mystérieux et des blaireaux timides. Tu apprendras à reconnaître le cri du lynx au loin et à dénicher des champignons juste avec ton nez. Tu as mis tes bottes ? Tu as pris ta gourde et ton goûter ? Alors en route pour le bois. Donc comme Charline Colette le précise au départ, on a donc un livre, presque un recueil, qui va se diviser en 4 parties qui sont donc les 4 saisons, qui vont être illustrées en pleine double page à chaque fois avec ce même paysage justement qui va varier en fonction des saisons, comme je peux vous le montrer là par exemple. Et à l'intérieur de chacune de ces saisons, on a 3 histoires. 3 mois, 3 histoires. Donc on est dans un cycle temporel vraiment parfait. On est déjà dans la nature à travers la forêt, mais aussi dans le temps qui va passer tranquillement avec ces saisons qui vont interférer sur la forêt. Et dans cette... moi j'ai envie de l'appeler ce recueil. Il y a une histoire de presque... Alors ça se mélange. C'est, encore une fois, c'est de la diversité et du tissage. C'est-à-dire qu'à la fois... On a une part documentaire qui est assez importante puisqu'on va découvrir des choses très documentées, très précises, très ancrées dans la réalité. Et je sais que tu attaches une grande importance à tout ce qu'a proposé le Père Castor. Et en même temps, on est presque dans du collectage de contes avec des promenades comme ça un peu parfois fantastiques. Au gré de certains détours. En plus, la forêt est quand même propice à ce genre d'imaginaire, avec justement un collectage très précis avec des personnes qui vont raconter des histoires qu'elles ont vécues. Et à chaque histoire que tu vas raconter, il y en a 12, on va aussi avoir à chaque fois un univers. Ça peut être une personne qui a vécu quelque chose il y a 50 ans, ça peut être une petite fille, un petit garçon, un professionnel. Et ce qui est très fort aussi dans ta proposition, c'est qu'on a une diversité aussi d'utilisation de la forêt. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un profond respect, un véritable amour de tout ce que peut représenter la forêt au niveau écologique, naturel, rêverie, les animaux et compagnie. Mais c'est aussi une source de revenus, un vrai travail pour bien des personnes qui vont aussi l'utiliser de façon économique ou parfois, je dirais, de loisirs, comme des chasseurs par exemple. Et ça aussi, tu en parles. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces histoires ? Parce que j'imagine que ça a dû être difficile. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce fameux collectage que tu as proposé et comment tu as fait pour choisir ces 12 histoires ? Alors, il y en a que j'ai pas pu mettre effectivement dans le livre. Déjà, j'ai essayé de voir par rapport aux saisons. À partir du moment où je me suis dit, bon, je vais découper ça en saisons, je me suis retrouvée avec par exemple 6 histoires en hiver, 2 en été, donc il a fallu un peu équilibrer tout ça. Donc il y en a qui sont passés à la trappe. Un petit peu par la force des choses, on va dire que par exemple si j'avais déjà eu une histoire avec des animaux, j'allais pas en reparler après. Enfin, pour dire les choses un peu rapidement, j'allais pas parler 2 fois de la découpe du bois de cette manière, ou même si moi j'aurais eu envie de mettre toutes ces histoires, mais je me suis limitée à un nombre d'histoires déjà parce qu'il fallait que ça soit réalisable, techniquement, on va dire, parce que moi bon, c'était le confinement, donc j'ai pu dessiner 15 heures par jour. Ça va, j'étais pas trop divertie par le reste. Mais
Mais disons que voilà, j'aimais bien l'idée de me dire c'est une centaine de pages. À l'intérieur de ces 100 pages, on va essayer de donner 12 approches. Voilà, 12 approches différentes de la forêt. Donc il y a des histoires où par exemple j'avais qu'un petit début. On m'avait raconté un truc, donc pendant le confinement, par téléphone, du coup, est-ce que tu peux me raconter ça et ça? Et donc j'ai essayé de faire développer certaines choses plus que d'autres. Mais bon, moi j'ai envie de faire un tome 2, un tome 3. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. De toute façon, c'est infini ce qu'on peut raconter là-dessus. Et le nombre d'histoires qu'on n'aura jamais le temps de raconter, c'est terrible si on y est. Il ne faut pas y penser. Mais du coup, voilà, ça a été un choix un peu, on va dire, rationnel et raisonnable aussi, au vu du temps que je pouvais apporter à ce livre, au vu du public à qui ça allait s'adresser aussi, parce que j'avais envie que ça puisse être lu par des enfants, mais j'avais quand même, par exemple, l'histoire de la foigiste que mon père m'a raconté, je pouvais pas ne pas le mettre parce que c'était vraiment trop important d'en parler. Donc peut-être que la foigiste, c'est celui qui va couper le bois pour faire son bois de chauffage, en fait. Donc, mais ça soulève plein de problématiques par rapport à la gestion actuelle des forêts en France et pas qu'en France. Donc il fallait parler de ça, et en même temps j'avais aussi vraiment envie d'avoir le côté, voilà, mon petit neveu pour le coup qui me raconte, moi j'ai vu un coucou. Alors, il me raconte ça, moi je me dis le coucou, l'oiseau, mais non, c'était pas un oiseau qu'il avait vu. donc ça, et c'est super important aussi parce que c'est parce que on peut, la forêt nous fait rêver, parce qu'un endroit nous fait rêver, parce qu'on s'y attache, parce qu'on y construit, on y développe notre imaginaire, qu'on va aussi le respecter et qu'on va aussi, puisque bon, si un endroit, si ça nous parle pas, le lieu où on habite et tout ça, il n'y a aucune raison qu'on se mette à le respecter, à y faire attention. Enfin, donc j'avais envie de mettre tout ça. Enfin, je sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas c'est ça qui a fait que y a eu un peu une histoire comme ci, une histoire comme ça, une histoire. Et voilà, et toutes les autres histoires qui sont pas rentrées dans le livre, mais que je désespère pas de pouvoir mettre en forme d'une autre manière. Donc ça sera sans doute des podcasts. Là, on est en train de préparer une exposition autour d'Aubois, et donc j'aimerais que ça puisse au moins exister de manière sonore, parce que finalement pour moi c'est pas si différent. Enfin, l'important c'est qu'il y ait une histoire. Après, comment est-ce qu'on la raconte, c'est pas, chacun fait comme il veut, quoi. Mais voilà, ça s'est fait. Parce que ça, moi je l'ai ressenti très fort en relisant ce livre-là plusieurs fois. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là-dedans aussi, on est dans le conte qu'on va raconter pour le plaisir de raconter. Et d'ailleurs, on peut lire ton livre sans forcément s'attacher précisément aux illustrations. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi lire l'histoire et juste écouter justement cette histoire comme on le ferait en se promenant dans les bois pendant qu'on raconte ou pendant le collectage. Et ça fonctionne très très bien parce que le texte justement est fluide, clair et précis. Et à chaque fois, justement, tu mélanges dans ton livre le côté documentaire dont on parlait tout à l'heure, qu'on pouvait trouver dans les livres du Père Castor par exemple, qui est très important pour toi, et aussi toute la part d'imaginaire incroyable, et tu le fais avec beaucoup de talent. La foigiste, pour en parler, parce qu'on en a discuté toutes les deux, parce que moi ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'au départ, quand je savais que je devais travailler autour de Aubois et de Charline Colette, je voulais lire Aubois sans avoir d'interférence, donc sans savoir quoi que ce soit. Et la foigiste, comme j'avais lu juste avant l'histoire du coucou, ce fameux coucou que donc te raconte ton petit neveu qui ne ressemble pas du tout au coucou qu'on imagine, on est déjà dans quelque chose de fantastique. Donc moi je me suis dit, la foigiste, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un troll, ça va être un personnage doté d'un super pouvoir, qu'est-ce que ça va être? Et pas du tout. Effectivement, comme tu le dis très bien, je suis allée chercher la définition, j'ai découvert tout un monde. C'est un métier, c'est un droit, c'est quelque chose de très précis justement sur justement la façon justement de pouvoir quelque part prélever une partie du bois de la forêt pour pouvoir continuer à se chauffer ou pas, etc. Ça remonte à il y a assez longtemps, tout en étant soumis justement à une législation très, très stricte où tout le monde n'a pas la possibilité justement d'affouager, parce qu'il y a aussi le terme affouager, il y a toute une famille comme ça, où là aussi on part dans une découverte incroyable de vocabulaire, de petits personnages. Et
pour continuer avec cette histoire, justement, où tu mélanges avec délice cette dimension à la fois de la promenade réelle qu'on va pouvoir faire en forêt en se berçant du chant des oiseaux et la petite frayeur qu'on va peut-être trouver parce qu'on risque de s'y perdre, ça nous rappelle des histoires qu'on connaît bien. Et justement, tu nous en proposes une petite histoire dans Les enfants du petit bois. Et d'entrée de jeu, tu nous invites quand même à réactiver des choses qu'on connaît bien par rapport à la forêt et à tout le fantastique qu'on peut y trouver. On a du rouge, mais on a aussi 3 personnes, 3 enfants. Comme de par hasard, il y a un grand frère qui vont partir dans cette forêt, qui vont peut-être s'y perdre. Qui vont-ils rencontrer? Et quand ils vont s'y retrouver, ça va être grâce à la lueur d'une maison qu'on voit au loin. Enfin, on voit vraiment toute la trame. C'est pour ça que je te parlais des contes, qu'on retrouve vraiment avec beaucoup de délices, qu'on les connaisse comme nous, ou qu'on ne les connaisse pas et qu'on soit amené à les découvrir parce qu'on est plus petit. Ce n'est pas important. Et comme de par hasard, quand même, vous remarquerez qu'ils ont quand même des choses qui s'appelleraient peut-être des chaperons rouges. Je ne sais pas trop. Ça y ressemble fort en tous les cas. Et il nous entraîne avec délice, justement, là je montre quelques planches, avec en plus beaucoup d'humour, puisqu'ils vont réussir à sortir de la forêt, mais pas du bon côté. Ça j'ai adoré. Et puis il y a toujours ces petites notes, c'est pour ça que je te parlais de sciences politiques que tu avais fait au départ. Il y a quelque chose quand même de militant et d'engagé et de volontaire dans tes textes, où justement tu parles quand même aussi du quotidien, de cette forêt qu'il faut entretenir, ou là par exemple de la liberté des enfants, qui à l'époque était plus grande que celle d'aujourd'hui, parce que à l'époque il suffisait de rentrer pour le dîner et tout allait bien. Est-ce que tu veux... Bah, c'est une histoire vraie, déjà. Je les ai... Et c'est un hasard que je les ai dessinés en rouge, j'avais pas du tout pensé, je viens de... Ah oui. Ça me fait rire. Mais en fait, enfin, c'est un hasard, c'est plus une question de colorimétrie, c'est-à-dire que je pense que j'ai essayé avec d'autres couleurs, et sur le bleu, le rouge, c'est quand même ce qui marche le mieux au départ. Je pense qu'ils avaient chacun une couleur. Et là, ça me fait rire, du coup, de penser aux petits chaperons. Et aux 3 petits cochons aussi. Enfin, moi, ils m'ont fait penser à tous ces petits personnages-là. Et ben non, c'est ces maisons clétantes. La mémoire familiale, bien sûr. Toute ton enfance, je trouve bien que sûr. ce texte est complètement imprégné. C'est ça. Est complètement imprégné de ça. Et ce qui est formidable et vraiment une très grande originalité dans cet album. Vraiment, Parce que chaque histoire a vraiment son... je dirais presque son univers. C'est comme si la forêt était... on le sait, hein, mais tu le montres vraiment à travers ton travail. La forêt est illimitée, plurielle et tout le temps inspirante. Cette histoire-là de cet homme qui fait du sport dans la neige, moi, elle m'a énormément touchée. Il a une façon aussi de percevoir la forêt l'hiver. C'est un adulte, là, on n'est plus dans les enfants, c'est un adulte. Mais il y a énormément de poésie et d'amour profond de tout ce qu'on va pouvoir croiser dans la forêt. Ça part de la plus petite bête, petit marcassin qu'on va trouver dans une autre histoire, au lynx, qui est peut-être un animal féroce, mais on sent justement tout cet amour de la nature, de la forêt qui nous environne. Mais ça, je crois que c'était vraiment présent dans tous les témoignages, dans tous les récits. Et je crois que... Enfin, là, je vais m'éloigner un peu du sujet, mais j'ai l'impression quand même qu'à partir du moment où on appartient à un territoire et où on y est bien ancré, on aime ce territoire et on a une façon de le regarder et de l'appréhender où il y a toujours cette part de respect, d'admiration, moi, c'est ça qui me plaît quand je suis là-bas, mais ça me plaît aussi quand je suis complètement ailleurs, et puis ça, dans la ville aussi, quelqu'un qui va aimer sa ville et qui va me dire « Ah, regarde, là, le petit détail architectural », c'est ça aussi, quoi. C'est juste avoir cette capacité-là à apprécier ce qu'on a autour, et puis à être curieux, parce qu'ils sont tous super curieux, que ce soit le plus petit qui me raconte un truc, ou alors mon père, il y a toujours cette même curiosité et ce même plaisir à voir la forêt, à être en forêt, à voir ces animaux, à les guetter. C'est très ludique aussi. Enfin, ça permet de rester aussi Émerveillé. Ouais, émerveillé et aussi éveillé, je dirais. Donc ouais, c'est peut-être ça passe peut-être entre chaque histoire. Même si elles sont différentes un peu les unes des autres. Mais...
Est-ce que 5 petites minutes, les 5 dernières minutes est-ce que tu veux qu'on finisse sur un petit bout de ton texte à entendre? Parce que c'est aussi très agréable d'entendre ces histoires qui peuvent être juste écoutées. Alors parce qu'effectivement, pour les regarder, je pense à tous ceux qui sont par-delà les montagnes et les vallées, c'est pas toujours évident. On peut peut-être finir sur ton texte à entendre. Est-ce que tu as une préférence ou est-ce que... parce que c'est difficile de choisir. Moi, j'avais imaginé la cabane, parce que avec la cabane idéale en plus, tu joues aussi sur tes images, puisque parfois on va retrouver justement le format BD entre guillemets, et puis par moment, au contraire, on va rentrer pleinement dans la cabane par le biais d'une page entière. Et là aussi, dans cette histoire, on ressent justement tout le plaisir justement de pouvoir revisiter et encore la forêt, d'utiliser ses fruits, je dirais, tout en les respectant et en les remodelant systématiquement dans un profond respect. Est-ce que je peux donner cette histoire? Alors moi, je vous propose de vous la donner à entendre pour que vous entendiez vraiment le texte de Charline Colette, qui est très très fluide, véritablement. Ou Charline, si vous voulez. Comme vous voulez. Bah oui. Moi, je peux te tenir le livre si tu veux. Alors, Alors après, tu n'es pas obligé de choisir cette histoire, du coup. bah, j'hésite parce que vu qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure de la foigiste, je me demande si... Eh oui. Est-ce que... je sais pas s'il y a une préférence. Parce que je me dis, la cabane, on connaît tous les cabanes, l'histoire... À la foigiste, on connaît moins. Et ça, la c'est foigiste, sûr. on Il est connaît beaucoup plus moins, alors... mystérieux. alors je me demande si j'ai pas envie de vous raconter celle-là. Et puis c'est aussi les planches que je vous ai montrées Oui. tout à l'heure. On va... Alors, la foigiste. Donc maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Le meilleur moment pour moi, dans les bois, c'est le début du printemps. Tout pousse, les animaux bougent, les oiseaux commencent à faire leur nid. Tout fonctionne, quoi. Je me souviens d'un matin où le printemps arrivait. Le soleil était chaud. Il faisait très beau. Quand je suis entrée dans le bois, j'ai entendu les oiseaux de partout. Je devais travailler, mais je n'ai rien fait de la matinée pour les écouter. Moi, je vais au bois depuis que je suis petit. C'est le bois qui me maintient en bonne santé. Je pratique ce qu'on appelle l'affouage. C'est un droit médiéval qui autorise les villageois à couper eux-mêmes le bois dont ils ont besoin. À la mairie, on tire au sort pour avoir un lot, un endroit où faire notre bois de chauffage. En échange de ce bois, on entretient la forêt, on s'en occupe. Mais malheureusement, on ne décide pas de son avenir. La forêt est gérée par l'Office national des forêts. Ce sont eux qui prévoient sur 20-25 ans l'abattage des coupes de bois. Parfois, ils envoient des engins énormes qui travaillent 24 heures sur 24. En 3 jours, ils coupent ce qu'on coupe en une année entière, nous, les affouagistes. On voit alors apparaître des trous dans la forêt. C'est ce qu'ils appellent des coupes blanches, des coupes nettes. Tout ce bois est vendu à des pays où les gens sont très peu payés pour travailler. Et il revient ici transformé en parquet, en meubles bon marché, après avoir fait le tour de la terre. Plus on la coupe, et plus la forêt est fragile. Si tu laisses un arbre seul, il n'a plus de protection. Et au moindre coup de vent, il se déracine. La forêt diminue et la pollution augmente. C'est un cercle vicieux. Alors, l'ONF fait replanter des arbres qui poussent plus vite, des espèces différentes de celles qu'on trouve ici naturellement. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on importe une nouvelle espèce, on importe aussi des maladies qu'on ne sait pas forcément traiter. Et les arbres meurent encore plus. J'aimerais être optimiste sur l'avenir de la forêt, mais pour ça, il faudrait freiner les machines. Parce que la déforestation, ce n'est pas qu'en Amazonie. Il se passe la même chose ici. On finit sur une note pas très, pas très joyeuse. Je suis désolée. Mais Merci, Charline Colette. de rien. Merci beaucoup. Merci Donc, à je vous. vais redire un petit mot. Donc,
Donc un petit mot voilà, de conclusion en disant que voilà, on a pu découvrir, vous faire découvrir Au Bois, qui est vraiment un livre qu'on vous conseille à 100%, que vous pourrez découvrir dans les bibliothèques, mais bien sûr dans les librairies. Et voilà, on a été tout à fait ravis voilà, de recevoir Charline, on le redit encore une fois, et puis aussi pour clore là, le programme de partage de lecture. Donc on était ravis de vous croiser, voilà, de croiser des auteurs, des autrices, tout simplement parce que c'est vrai que voilà, leur travail est tellement précieux pour nous, surtout en ces temps qu'on a traversés, compliqués, que c'est notre rapport intime au monde qui se joue et dire que aussi, donc, dans le Val-de-Marne, on soutient beaucoup la création. Donc pour nous, c'était important aussi de relayer vos belles œuvres et puis de travailler aussi à montrer aussi tout le travail sur le territoire de nos partenaires, nos libraires, nos lectrices, voilà, les bibliothécaires qui font beaucoup aussi hein, pour tout ce travail de transmission. Et donc de vous dire que bien sûr, voilà, on aura grand plaisir à vous retrouver à l'occasion de rencontres, de signatures, et puis de retrouver aussi le public dans nos librairies et nos médiathèques. Voilà, bon, je vous souhaite de belles lectures. Et je remercie encore la librairie Petites Histoires entre Amis à Chenevière de nous avoir accueillis et d'avoir travaillé avec nous pour que cette rencontre ait eu lieu. Voilà. Merci. Merci. Merci.